Merci et bonsoir. Soir d'info, seconde partie. Nous recevons Mamartar Gueye, vice-président de l'ONG islamique Jamra. Monsieur Gueye, bonsoir. Bonsoir Barthélémy et bonsoir également à tous nos téléspectateurs du groupe Futur Média. Merci beaucoup. L'ONG Jamra, votre organisation, se bat depuis des années contre la dépravation des mœurs. Justement, une affaire de mœurs semble secouer le Sénégal depuis lors, une affaire qui tient en haleine l'opinion. D'abord, votre premier commentaire depuis que cette affaire-là a éclaté. En fait, je pense qu'il faut placer le problème dans son contexte normal et naturel. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une affaire privée impliquant deux de nos concitoyens, dont l'une des parties en conflit a estimé devoir saisir la justice par le biais d'une plainte en bonne et due forme. Il est vrai également que la presse a l'habitude à longueur d'année, et c'est une routine très normale, particulièrement dans vos rubriques de faits divers, de traiter des affaires de mœurs de cette nature sans que cela ne prenne l'ampleur que nous vivons aujourd'hui. La particularité est que le présumé mis en cause bénéficie d'un privilège de juridiction en sa qualité de parlementaire. Est un homme public. Est également un homme public, responsable de partis politiques. Qui plus est, si devant candidat à la présidentielle de 2019, on peut donc parfaitement comprendre que cette affaire est la dimension que nous vivons aujourd'hui. Il est donc tout à fait normal, puisqu'avant la levée de son immunité parlementaire, que ce dossier puisse franchir, pour caricaturer un peu, un certain nombre de sauts d'obstacles parlementaires. Je veux parler de l'arrivée de la réquisition du procureur au niveau du bureau de l'Assemblée nationale, suivi de la rencontre de la conférence des présidents, suivi de la commission ad hoc, et peut-être demain vendredi, de la plénière qui, comme nous le savons, a le dernier mot. Est-ce que l'immunité sera levée, oui ou non? Alors, nous avons tous eu à déplorer dans les réseaux sociaux qu'à chacune de ces étapes, l'institution parlementaire se caractérisait par un climat d'invective qui n'honore pas cette institution, mais qui également se répercute au niveau de l'opinion. Et ça a dégénéré même parfois en passant de la violence verbale vers la violence physique. Le sang a coulé, des policiers ont reçu des briques sur la tête, etc. Alors, il est donc normal que lorsque cette situation dégénère à ce point, d'autant plus que le climat social s'est dégradé de manière continuelle. On assiste à une tension un peu partout. Voilà, accentuée par une tension politique qui aura placé notre pays dans une zone de turbulence lourde d'incertitude et qui va crescendo. Il est donc normal que dans ce pays, que des voix s'élèvent pour essayer de recadrer un peu. Alors c'est un peu l'ambition d'un certain nombre de responsables religieux d'obédience diverses qui spontanément, il n'y a pas eu de calcul ni rien, se sont téléphonés, se sont rencontrés pour voir ce que nous pouvons faire ensemble. Pas pour chercher à nous immiscer dans le travail de l'institution judiciaire. Vous voulez engager une médiation, c'est ça? Voilà, nous voulons donc engager une médiation au-delà de l'aspect judiciaire du dossier, mais plutôt une médiation allant dans le sens de faire comprendre à l'opinion que ce pays nous appartient à tous et que nous devons le construire ensemble, mais en faisant l'effort de préserver nos acquis démocratiques, en faisant également l'effort de sauvegarder la stabilité sociale, la paix civile, parce que ce sont des denrées si rares dans cette sous-région africaine qui est régulièrement ensanglantée par des conflits politiques, des rivalités ethniques et religieuses. Alors on se rend compte du caractère précieux de cela que lorsqu'on l'aura perdu. Alors nous n'avons pas voulu jouer un rôle hypocrite du médecin après la mort. Mais est-ce que vous n'avez pas tardé à réagir?
Je crois plutôt que l'inverse, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent que est-ce que ce n'est pas trop tôt, la plénière ne s'est pas encore réunie pour prendre une décision dans un sens ou dans un autre. Nous leur disons oui. Nous travaillons indépendamment de l'institution judiciaire et législative. Nous travaillons en prenant le parti d'être du côté des populations civiles, qui sont toujours les chairs à canon. Partout en Afrique, quand une situation politique dégénère, en passant de la violence verbale à la violence physique. Donc c'est les populations civiles qui nous préoccupent. Et c'est pour cela que nous demandons à tout un chacun de savoir raison garder et de laisser à ceux qui ont la charge de la gestion de ce dossier. D'abord, nous l'avons vu tout à l'heure, l'institution parlementaire qui a un rôle à jouer parce que le mis en cause n'est pas n'importe qui, il a des droits. On n'a pas le droit de le traîner devant les juridictions tant que son privilège de juridiction qui lui confère une immunité parlementaire n'est pas levé. Il a des droits et nous exigeons que son droit soit respecté. Mais cependant, nous exigeons également que nos compatriotes qui veulent donner à cette affaire privée une tournure qui n'est pas la sienne, chassent également raison garder. Mais est-ce qu'en réalité cette affaire n'a pas un peu une connotation politique? Bon, cela dépend du point de vue où l'on se trouve. Parce qu'encore une fois... Ça dépend de l'angle de perception de la chose. Exactement. Parce qu'encore une fois, dès le début de la crise, entre guillemets, si on peut la qualifier ainsi, nous savons tous que c'était une affaire privée impliquant deux concitoyens, dont l'une des parties a estimé, pour des raisons qui lui sont propres, saisir la justice par le biais d'une plainte en bonne et due forme. C'est le droit le plus absolu à quiconque s'estime offensé de saisir qui de droit. Mais d'habitude, la presse qui a l'habitude de traiter des dizaines et des centaines de cas chaque année, comme cela, des affaires de mœurs, et qui se règlent sans que des fois l'opinion ne soit même au courant. Mais là, encore une fois, la particularité de cette affaire, ça implique un homme public. Ça implique un des leaders de l'opposition. Un leader d'opposition qui bénéficie d'une protection que lui confère la loi et que personne n'a le droit de piétiner cette protection. Donc, alors l'Assemblée nationale est en train de s'acquitter progressivement, étape par étape, des exigences procédurales pour que tout soit respecté. Et tout à l'heure, j'ai entendu Ousmane Sonko dire que tant que tout ne sera pas respecté, il ne déférera pas à la convocation de la séance plénière de ce vendredi. Mais il n'a pas tort. Alors maintenant, ouvrons les yeux pour voir si l'Assemblée nationale va veiller à ce qu'il n'y ait pas vice de procédure. D'accord. Par rapport à la médiation que vous avez annoncée tout à l'heure, est-ce à dire que vous allez rencontrer les protagonistes, c'est-à-dire les deux parties? Bon, en fait, en matière de médiation, je ne vous apprendrai pas que pour qu'elle soit crédible, il est incontournable de prendre langue avec les parties, avec les protagonistes. Mais cependant, nous avons... Donc, en clair, vous allez rencontrer et Ousmane Sonko et Adji Sarr. Les protagonistes, c'est tout dire, parce qu'il s'agit encore une fois d'une affaire publique, d'une affaire privée impliquant deux personnes. Seulement, nous avons tenu à poser un préalable, c'est-à-dire informer l'opinion de nos intentions, pour leur dire que ce n'est pas une médiation politicienne, mais c'est une médiation entamée par des responsables religieux d'obédience confessionnelle différentes. Il y a des Khadir, il y a des Tidjanes, il y a des Layen, il y a du tout. Et surtout, nous avons tenu à honorer Abbé Jacques Seck, qui a bien voulu se joindre à nous. Alors, lorsqu'il était question de structurer ce collectif, parce qu'en toute chose, il faut qu'il y ait un dirigeant. Absolument. Alors, nous avons été acquis à l'idée que nous sommes en Afrique et au Sénégal, où la tradition voudrait, où la tradition consacre le droit d'aînesse. Et nous avons, par consensus, décidé, puisque Abbé Jacques Seck est le doyen d'âge de ce collectif, de faire de lui le coordonnateur, ce qu'il a accepté volontiers et nous l'en remercions. Alors maintenant, donc, nous devons tenir notre première réunion après la plénière de demain, vendredi. Et au terme de cette... on saura si l'immunité parlementaire... Voilà, et au terme de cette rencontre parlementaire décisive, parce que c'est en ce moment-là que Ousmane Sonko sera édifié sur son sort,
Alors nous saurons, lors de notre réunion de samedi, quelle orientation donner à notre démarche. Mais encore une fois, nous ne comptons pas nous immiscer dans le travail de l'institution législative ni judiciaire, mais plutôt être à l'avant-garde de toutes sortes d'étincelles de nature à embraser ce pays. Parce que ce pays nous appartient à tous. Qui est-ce que vous allez rencontrer en premier, Ousmane Sonko ou Adji Sarr? Je préfère laisser au collectif, n'est-ce pas, le privilège d'en décider. Et en ce moment-là, nous entrerons en activité et en action. D'accord. En tout cas, cette affaire a fait beaucoup de bruit. Il y a eu plusieurs arrestations, ce que dénoncent d'ailleurs les organisations de la société civile. Comment vous appréciez un peu ces arrestations tous azimuts-là? Cela est inhérent à une crise politique que l'on laisse se développer et qui peut avoir des ramifications les plus inattendues. Qui aurait pu imaginer qu'on en arriverait non seulement à des invectives par le biais des réseaux sociaux, mais également par l'envoi de SMS, de messages audio, d'insultes et de menaces de mort. Personne ne pouvait l'imaginer, mais on est déjà arrivé à cette étape. Alors, puisqu'il n'est pas besoin d'être diplômé en sciences politiques pour accepter que, en général, la violence politique ne tombe pas du ciel ex nihilo, mais elle est souvent préparée. Il y a toujours un élément déclencheur. Voilà, il y a non seulement un élément déclencheur, mais il y a une préparation de terrain qui se fait par cette violence verbale que l'on néglige, consistant à insulter, à faire du déballage dans les réseaux sociaux. Donc c'est un terrain très favorable sur lequel va prospérer très facilement une autre forme de violence éminemment plus préoccupante, à savoir la violence physique. Voilà, on en a déjà eu un avant-goût dans les environs du domicile de Sonko, où il y a eu des échauffourées très violentes. Le sang a coulé. Un policier a reçu une brique de plus de 3 kilos sur la tête. Et nous lui souhaitons bon rétablissement parce qu'on ne sait pas où en est son état de santé. Et ça me le rappelle, en 2011, le policier Fodé Ndiaye avait perdu la vie à Colobane. On lui avait asséné une brique et ensuite plusieurs briques. Et il a perdu la vie. Au total, Amnesty International parle de 14 victimes. Alors qu'il était simplement question, est-ce que le président Abdoulaye Wade avait droit à un troisième mandat ou pas? Mais ceux qui devaient parler et aller en amont avec leur seau d'eau pour éteindre les prémices d'incendie ne l'avaient pas fait. Et nous l'avons tous regretté. Il y a eu 14 morts. Et j'en profite justement pour alerter un peu la population civile qui nous préoccupe le plus. Il faut que nous essayions de nous rendre à l'évidence que cette violence politique que nous sommes en train de vivre n'est pas une première au Sénégal. Je me ferai le devoir de citer 3 petites étapes assez rapidement parce qu'il y en a beaucoup. Quand nous devions organiser, nous Sénégalais, la toute dernière élection législative, avant que nous n'accédions à l'indépendance, parce que tout le monde savait qu'avant l'indépendance, il n'y avait que 2 partis. Il y avait la SOFIO, la section française de l'Internationale ouvrière de Maître Lamine Gueye, et il y avait le BDS de Senghor. Alors, lorsque la SOFIO devait quitter Bignona pour se rendre à Ziguinchor pour son meeting de clôture, les activistes du BDS leur avaient tendu une embuscade. Il y a eu un affrontement sanglant, 4 morts, 46 blessés, dont le colistier de Maître Lamine Gueye lui-même, le médecin vétérinaire rufisquois Ousmane Socé Diop, qui avait reçu une balle dans la jambe. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après l'indépendance? Le premier réflexe du président Senghor, nouvellement élu, a été de tendre la main à son adversaire politique d'hier, Lamine Gueye, pour en faire le deuxième personnage protocolaire de l'État, président de l'Assemblée nationale. Et que sont devenus ces morts, ces blessés, ces estropiés? Certains ont perdu un œil, d'autres ont des handicaps à vie. Ils ont perdu. Et je saute encore plus loin, lors des événements du 16 février 1994, il y a eu un meeting très chaud aux allées du Centenaire qui a dégénéré. Beaucoup de sang a coulé. Il y a eu des arrestations. Tous les leaders de l'opposition ont été envoyés en prison. Mais dès leur élargissement, 6 mois plus tard, qu'est-ce que le président Abdou Diouf a fait? Il a créé le GMPE,
le gouvernement de majorité présidentielle élargie. Idriss Seck a été nommé ministre, Ousmane Ngom a été nommé ministre, Jean-Paul Diaz, Aminata Tall et Abdoulaye Wade ministre d'État. Alors, autrement dit, ils sont devenus comme des mbourous ak sow. Et que sont devenus ces 6 policiers tués? Et notre frère de sang, Mohamedou Lamine Samb, professeur d'arabe, qui a formé beaucoup de responsables de Jamra à la langue arabe, et qui a perdu la vie également, que sont-ils devenus? Ils ont tous perdu. Enfin, le dernier cas, la veille de l'alternance de 2012, alors il était question d'accepter ou non l'éventualité d'un 3e mandat du président Abdoulaye Wade. Il y a eu des échauffourées. Il y a eu des morts. Il y a eu des morts. Et finalement, lorsque le président Macky Sall a été consacré... Donc en clair, les Sénégalais doivent prendre conscience de tout cela. C'est là où je vais en terminer. Alors finalement, tous ceux qui étaient contre le président, n'est-ce pas, qui disaient que c'était le traître du M23, parce qu'au lieu de boycotter la campagne électorale et de rester en sitting à la place de l'indépendance, il a préféré battre campagne. Où sont-ils? Ils sont tous devenus des mbourous sow avec le président. Mais et où sont les 14 morts? Mais est-ce que quelque part aussi, M. Gueye, cette frustration un peu des Sénégalais ne peut pas se justifier, puisqu'on a vu ici l'affaire Khalifa Sall, on a vu l'affaire Karim Wade, au point que certains pensent, ne croient même plus à l'indépendance de la justice. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de se poser des questions par rapport à ça? Non, je pense qu'il faut qu'on soit un peu cohérent avec nous-mêmes quand nous portons un regard inquisiteur sur l'institution judiciaire. Pas plus tard qu'il y a trois semaines, je pense, la justice a eu à trancher un contentieux opposant ton confrère Ahmed Aïdara, qui faisait face aux frères de sang du président, du président Macky Sall, Aliou Sall. Mais la justice a tranché en faveur d'Ahmed Aïdara. Et le frère du président a perdu. Il a été débouté de toutes ces demandes. Alors là, tout le monde avait applaudi, a dit voilà une justice indépendante. Mais il suffit que la justice fasse la démarche inverse dans une autre affaire. Ah, c'est des pourris, c'est des corrompus. Il faut qu'on soit cohérent. Parce qu'on ne peut pas tout le temps tirer sur l'arbitre parce qu'il a donné la victoire au camp adverse et l'aduler, le chuchoter chaque fois qu'il vous donne la victoire. Alors donc là, nous devons être acquis à l'idée que nous devons encourager nos magistrats comme Abdoulaye Wade le faisait. Parce qu'Abdoulaye Wade leur a dit, j'étais présent, c'était lors d'une rentrée des cours et tribunaux, ne me parlez plus d'indépendance de la justice, ne me parlez plus d'indépendance des magistrats. Moi, président de la République, j'aurais beau signer des tonnes de décrets pour consacrer votre liberté d'appréciation des dossiers qui vous ont soumis, mais tant que dans votre tête, vous ne vous considérez pas comme affranchi de l'exécutif et de l'administration, je ne pourrai pas vous forcer à vous libérer de cet esclavagisme qu'on vous accuse à tort. Autrement dit, c'était une manière de leur dire qu'une indépendance de la justice ne se décrète pas. C'est le magistrat lui-même qui doit le vivre, qui doit l'accueillir et qui doit le pratiquer. La preuve, le conflit opposant Ahmed Aïdara au frère du président Macky Sall, ce magistrat aurait pu se dire « Oh là là, je risque ma carrière si je donne la victoire à l'autre camp. Est-ce que je ne vais pas subir les foudres de l'exécutif ?» Mais il n'en a eu cure. Il a tranché en son âme et conscience. Donc nous devons, au lieu de critiquer les magistrats, encourager-les tous à s'inscrire dans cette dynamique de dignité et de liberté d'appréciation des dossiers qui leur sont soumis. Merci beaucoup. Merci Mame Matar Gueye. Voilà, et je termine tout simplement en disant que les populations civiles, et la balle est dans votre camp. Il faut que vous preniez désormais l'habitude de refuser systématiquement toute action tendant à vous transformer en chair à canon, que ça vienne du président Macky Sall ou d'un opposant quel qu'il soit. Parce que tous les hommes politiques, à commencer par moi, ont un trait commun. Quand ils sont contre quelqu'un, ils voudraient que toute l'opinion sénégalaise les rejoigne. Ils gèrent leurs propres intérêts. Mais le problème, quand ils vont se réconcilier, ils n'avertissent personne. Donc, que Dieu fasse que notre pays puisse franchir cette crise assez rapidement et que nous puissions tous ensemble nous donner à nouveau la main pour faire face à cet ennemi qui mérite toutes les batailles, à savoir cette pandémie qui a handicapé plusieurs secteurs de notre pays. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci Mame Matar Gueye, vice-président de l'ONG islamique Jamra. Mesdames, Messieurs, merci à vous. C'était Soir d'Info.